Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IC2S Dental Talk. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. La particularité en ce moment pour nous tous, c'est que nous vivons une situation qui est un petit peu trouble, qui amène son lot de doutes, d'incertitudes, de difficultés au quotidien. Et le challenge pour nous tous actuellement, c'est de prendre conscience de la réalité des faits, de la réalité de la situation, mais tout ça sans se laisser totalement submerger par le pessimisme ambiant. Et dans ce genre de situation, ma conviction profonde, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Savoir s'entourer de personnes qui vont être de bons conseils, qui vont porter un message d'espoir, qui vont nous apporter du positif, qui vont nous inciter à être proactifs, qui vont nous inciter à aller de l'avant, qui finalement vont être inspirantes. Et c'est tout le but du podcast d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur Olivier Jartou. Olivier a vécu une crise très difficile en 2018 pour son cabinet dentaire. Son cabinet s'est retrouvé totalement détruit du sol au plafond en une nuit. Et finalement, comme il le dit si bien dans cette interview, la crise qu'il a vécue en 2018 lui a permis de tirer beaucoup de leçons qui aujourd'hui lui sont bénéfiques dans la crise que nous vivons actuellement. C'est avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité qu'Olivier nous fait part de son expérience douloureuse en 2018, qu'il nous partage les leçons qu'il a tirées de cette crise et finalement qu'il nous fait part des conseils qu'il peut nous donner pour la crise que nous vivons actuellement, qu'il nous fait part d'un message plein d'espoir. Alors j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à l'interviewer et que vous en tirez autant de bénéfices que moi j'en ai tiré. Juste avant de commencer cette interview, pour que vous puissiez un petit peu vous remettre dans le contexte de la crise qu'il a vécue en 2018 et mieux comprendre ce qu'il a vécu et finalement ce qu'il nous partage, nous allons vous faire un petit retour en vous présentant des vidéos d'archives afin que vraiment vous compreniez bien ce qu'il a vécu. Très baissé. Elle est dans la rue, mais seulement tu peux pas y accéder avec le CCF. Il y a les voitures en plein milieu. Des habitants sont toujours bloqués chez eux. Et on essaie de faire des mises en sécurité ou des sauvetages dans le quartier de l'Aiguille, qui est sous plus d'un mètre d'eau. Seul moyen. Olivier, Bon, bienvenue, bonjour Marie. bienvenue sur le C2S Dental Talk. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les dentistes qui nous écoutent? D'accord, je m'appelle Olivier Jarretou, je suis installé à Trèbes, un petit village à côté de Carcassonne. J'ai 59 ans, je suis le père de 5 enfants, 4 d'un premier mariage et Ah une oui, petite dernière qui a 10 ans maintenant. Voilà, je suis sorti de la fac en 1986 et je me suis installé à Trèbes en 1989. Voilà pour d'accord. les grandes lignes professionnelles. Ok, super. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer pourquoi tu as choisi le métier de chirurgien dentiste? Est-ce que d'abord c'est un choix ou est-ce que c'était plutôt par défaut, par hasard? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Et ouais, c'est presque un parcours initiatique de rencontre surtout. Parce qu'en fait, à mon âge, je réalise que la vie est juste composée d'un ensemble de rencontres qui nous influencent. Donc pour moi, ça a commencé assez tôt. Là, je suis tombé, je devais faire mon contrôle à la fin de l'été par un remplaçant qui remplaçait le titulaire qui était super sympa, qui arrivait avec sa moto, sa dernière voiture, etc. Puis on avait sympathisé et puis qui m'a dit, mais tiens, pourquoi tu ferais pas dentaire? Donc voilà, c'était resté dans un coin du cerveau. Et puis ensuite, indirectement, le rugby m'y a amené. Le rugby, Oh oui, le rugby, d'accord. oui, oui, non, ça paraît complètement fou. Bon, tu es beaucoup plus jeune, mais si tu veux, à l'époque, je suivais de très près l'équipe de France de rugby. Je jouais également au rugby. Et Jérôme Gallion,
qui était un excellent demi de mêlée, est confrère également, et était étudiant à l'époque à la faculté de Marseille. Donc moi, j'habite à Manosque, dans les Alpes-de-Provence. Et puis j'avais un ami qui est un petit peu plus vieux que moi, de 4 ou 5 ans, qui était à la fac, qui avait réussi à intégrer la fac de Marseille. Dont nous avions des profils un peu similaires. Et je me suis dit, bah, écoute, si Philippe a pu le faire, pourquoi pas. Et puis même un jour, bon, j'ai pu rencontrer, parce que mon entraîneur était toulonnais, lors d'un match Toulon-Narbonne d'ailleurs, on avait pu aller au club à Ous et puis croiser Jérôme Gallion. Puis voilà, donc je sais pas, j'avais trouvé que voilà, qu'on pouvait être sportif, aimer la vie, aimer le rugby, et puis faire ce métier-là. Donc j'ai dit pourquoi pas moi. Puis leur profil me correspondait, donc j'ai trouvé une certaine similitude et je suis parti là-dedans. Ok, Voilà, c'est plutôt des atypique. rencontres. Oui, Oui, il y a le rugby. complètement, mais bon, voilà, c'est c'est un peu le sens de ma vie. Ouais. Ok. Et du coup, donc tu intègres la faculté de Marseille, c'est ça, si j'ai bien Alors compris? non, 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 Non? non, là j'avais un autre très gros problème parce que jusqu'en terminale, bon, j'ai passé des études assez relax, plus en bringue, etc., et en rugby, et tous mes copains partaient pour faire prof de gym à l'UREPS. Alors, je sais pas, en connaissant Marseille, mais si vous voulez, l'UREPS bon, se trouve à Lumini, dans les Calanques, bon, et je savais qu'en partant avec eux, mon concours était absolument impossible à obtenir, D'accord. parce qu'il allait avoir la bringue tous les jours. Donc là, ben, j'ai décidé de faire une rupture complète. Mon père déménageant dans le Gard, pour raison professionnelle, j'en ai profité pour aller m'inscrire à Montpellier et faire ma première année de médecine à Nîmes, où je ne connaissais absolument personne. Et voilà, donc j'ai pas été discret pour mes études. Voilà. Tu Et as puis la- là, j'ai rencontré encore une rencontre, mon meilleur pote qui me suit toujours, là, qui est le frère de mes enfants, avec qui on a passé nos journées en face à face pour pouvoir passer ce concours. Ok, Voilà. d'accord. Et donc tu sors, tu disais en 86, c'est ça, Oui, si j'ai bien retenu. voilà, c'est ça. Et tu t'installes où? Alors tu t'installes directement dans ton cabinet ou non, tu... Non, alors là, là aussi un autre parcours. En fin d'études, j'avais fait la connaissance de ma première femme qui est carcassonnaise. Donc j'avais fait des remplacements chez son père. Et puis j'avais voulu revenir en Provence. Et puis bon, les hommes étant toujours influencés par leurs femmes, elle était très réticente. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri à Carcassonne, que je connaissais absolument pas, ou très très peu. Et bon, qui était une terre de rugby aussi, donc ça m'a un petit peu C'est attiré. ça? Et donc là, bon, j'avais un petit peu prospecté parce que je voulais, oui, je préférais m'installer que de faire un rachat. Et puis c'est un ami prothésiste avec qui je travaillais pendant les remplacements, qui m'avait dit, regarde, dans ce village, bon, il y a une population dentaire vieillissante, essaie, il y a quelque chose à faire, et puis ça a démarré tout de suite. Ok, super. Alors du coup, je voudrais qu'on revienne sur une période de ta carrière qui est assez récente, euh, qui est 2018, l'année 2018. Parce que là, en fait, donc tous les dentistes vivent actuellement leur deuxième crise en 2020, c'est-à-dire qu'on a eu la crise RAC 0 en janvier 2020, puis la crise Covid-19, on est en plein dedans. Et toi, à titre personnel, tu as vécu une grosse crise pour ton cabinet dentaire, pour ton équipe en novembre 2018, si je ne me trompe pas. Et on a Oui, eu, 15 octobre, oui. voilà, octobre même, octobre, Voilà. excuse-moi. Non, mais Donc, c'est moi qui suis marqué, quoi. voilà. Et donc, cette crise, en plus, elle faisait suite à une perte de quelqu'un qui était très important pour toi, enfin, qui comptait Oui. beaucoup pour toi. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer le 15 octobre 2018 ce qui s'est passé pour toi, pour ton cabinet? Oui, ben, ça a été quelque chose de terrible. Donc, dans la nuit du 14 au 15, mais on entendait une pluie torrentielle dans la nuit. Mais bon, moi, je suis un bon dormeur, donc je me suis pas trop inquiété. Et puis, au petit matin,
j'ai ma secrétaire très tôt qui appelle, qui me dit Olivier, c'est pas la peine de venir au cabinet dentaire, la nationale est complètement coupée, le village est entièrement coupé. Donc, bon, je sors comme j'habite sur Carcassonne. C'est vrai que je vois qu'il y a eu un petit peu d'eau partout, mais sans réaliser ce qui se passait. Et puis là, comme tout le monde, étant bloqué, moi qui ne regarde jamais les informations, je mets BFM TV. Et puis là, je réalise en vue d'hélicoptère qui survolait le village. Donc nous avons des petites arènes, le cabinet est juste en face. Et là, je réalise qu'il y a peut-être 3 mètres d'eau, quoique tout le premier étage est complètement inondé. Voilà, donc là, Oui, c'est ça qui a fait. s'effondre. Mais en plus, on n'y est pas complètement dedans, quoi. On voit ça uniquement par des images. Parce que dans la nuit, j'ai vu quand même des copains qui m'avaient alerté en me disant qu'ils étaient réfugiés à leur premier étage. Mais un petit peu inconscient, je me suis dit, bon, le cabinet est un petit peu surélevé, j'aurais juste mes compresseurs de noyer. Et puis, impossible d'aller au cabinet pendant toute la journée parce que le niveau d'eau était trop haut. Et donc, le lendemain, j'ai pu y aller, où j'avais encore de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis là, quand on rentre là, c'est l'apocalypse la plus complète. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit les traces d'eau qui étaient montées à plus de 2 mètres. Pour donner un type d'exemple, il y avait le stérilisateur. Bon, c'est quand même un objet assez lourd qui avait fini la salle d'attente. Bon, tout était méconnaissable, rempli de boue, etc. Donc là, on a l'impression que tout s'effondre, on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est une sorte de colère interne. Et puis après, on rentre vite et puis on essaie de faire le point pour pouvoir essayer d'estimer comment on va réussir à survivre à ça. Du C'est-à-dire comment pouvoir retravailler. Heureusement, j'avais un étage, donc j'ai tout de suite imaginé que je pouvais reprendre là-haut. Euh, et puis ensuite, on voit tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune ressource financière. Il va falloir s'occuper du personnel qu'il va falloir mettre en chômage partiel. Et puis, pour moi, qui n'ai jamais été très, très prévoyant au niveau financier, on réalise qu'on a des leasings énormes qui vont continuer à courir et on se demande comment on va pouvoir couvrir tout ça. Là, du coup, quand je t'entends, donc tu dis la première chose, que tu as ressenti finalement, c'est de la colère une fois que tu as réalisé ce qui se passait, une colère intérieure, tu expliques. Là, Oui. ensuite, quand tu avances un petit peu dans ton cheminement, c'est de la peur. Enfin, quelles sont les émotions par lesquelles tu passes et puis qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que ça se fait tout de suite ou est-ce qu'il y a vraiment un temps de latence assez long avant que tu réalises Non, vraiment ce qui t'arrive? non, il y a un petit temps de latence. Bon, en plus, il faut s'imaginer que c'est pas uniquement son cabinet, mais c'est l'ensemble du village. Donc là, on est dans une situation de guerre, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers partout, il y a de l'eau partout. Juste derrière le cabinet, il y a quand même eu 6 morts. Dont des patients que je suivais. En plus, bon, on sortait juste en train de se remettre psychologiquement, puisque Trèbes avait subi un attentat islamiste le 23 mars, donc 6 mois avant, où mon meilleur pote a été assassiné. Donc bon, il y avait tout un contexte quand même où, voilà, psychologiquement, on est un petit peu fébrile. Et puis, effectivement, au début, c'est vraiment la colère, et puis après, c'est la peur. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, un des premiers questionnements, c'est se dire, bon, on lâche tout, puis on va essayer de trouver un job, on ne sait pas lequel ailleurs, euh, essayer de repartir. Bon, heureusement, voilà, j'ai un noyau familial qui est assez soudé, donc bon, on apparaît au plus pressé. Puis, chose paradoxale, c'est que bon, on réalise qu'il y a un temps de latence avant qu'on puisse avoir les assurances, que l'on puisse avoir les banquiers, etc., que tout se mette bien en place. Et à ce moment-là, comme il n'y a rien de plus à faire au cabinet, on va aider les voisins à s'en sortir. Et puis peut-être que le fait d'aider les autres permet après soi de relativiser et de s'occuper de soi. Ok. Et comment tu organises la reconstruction? Enfin, quelles décisions tu prends déjà pour ton cabinet? Est-ce que c'est reconstruire ailleurs? Est-ce que c'est rénover le cabinet qui a été endommagé? Comment tu t'organises aussi pour finalement pour tes patients? Parce que si tu peux pas les recevoir, enfin, j'imagine que les dentistes autour étaient dans la même situation que toi. Enfin, ça a dû être une situation un petit peu délicate.
Mais, mais j'avais un de mes confrères, là, David Miculo, d'ailleurs, que C2S connaît bien, qui Oui. était dans la même situation. Donc, nous nous sommes appelés tout de suite. Donc, bon, déjà, on se sent un petit peu moins seul. Ensuite, ben, un grand merci, oui. Alors là, des merci, je pourrais en donner des centaines, mais un grand merci, oui, à Pierre-Michel Le Prado, qui dès le lendemain m'a appelé, et puis pratiquement un jour sur deux ou un jour sur trois, quand il avait le temps, vers 6h30 le matin, là, m'appeler pour me débriefer, me donner quatre conseils. Et donc, son meilleur conseil a été d'entrée de jeu d'appeler un expert d'assuré, chose que j'ai faite immédiatement pour faire le tri dans mes assurances parce que je n'avais aucune notion de mes couvertures. En plus, j'avais juste un courtier, mais alors que j'avais eu uniquement par téléphone, mais bon, qui était un fumiste complet, donc Aïe, qui aïe, aïe. réagissait même pas. Non, non, mais j'ai accumulé beaucoup de choses de négligence que j'ai amené jusque-là, mais bon, qui étaient sans conséquences, mais là qui ont été vraiment très lourdes de conséquences. Et puis D'accord. après, bon, beaucoup d'autres aides, de, de confrères, on va dire un peu expérimentés, que ce soit Cyril Gaillard, Renaud Haré, qui pareil, vraiment m'ont énormément touché en me passant des coups de fil le matin, et puis surtout en restant très factuel. C'est-à-dire en me disant, ben, regarde, fais peut-être ci, fais peut-être ça, avec de très très bons conseils. Puis Christian D'accord. Moussali et Gilles Tirlet, pareil, que je connaissais juste pour Christian, qu'on s'était croisé une ou deux fois, puis Gilles Tirlet, juste via les réseaux sociaux, et qui ont été des personnes adorables. Et puis voilà, ce sont des soutiens dans ce moment-là où ben, voilà, on ne s'écroule pas parce qu'on se dit, il y a des gars comme ça qui viennent nous parler. Donc, bon, ben allez. C'est bon, ça peut le faire. Il croit en moi. Ben, écoute, on va y aller et on redémarre. Oui, donc Alors, finalement, tu t'es senti épaulé un petit peu par tout le monde et puis avec leurs expériences, ils t'ont aidé voilà, tout à à fait. adopter la bonne démarche pour reconstruire ton cabinet, c'est ça? Ouais, ouais. Et puis encore la puissance des rencontres, quoi, hein. C'est ce Oui, que je c'est disais ça. en début d'interview. Et je pense que voilà, ça reste absolument l'essentiel. Après, c'est vrai que dans ta question, c'était de savoir si j'allais rester sur place ou pas. C'était une très, très grosse question. Donc au départ, oui, je voulais complètement partir. Donc là, avec Nicoulot, nous avions trouvé une structure à côté d'un centre commercial. Et il s'avère qu'une troisième naufragée qui connaissait un petit peu mieux le propriétaire m'a substitué la Oui, location que je devais avoir, mais ok. qui a été une bonne chose parce que j'étais parti sans trop de calcul. Parce que bon, il me reste peut-être 8-9 ans à faire. Et j'allais me remettre sûrement dans un surendettement de structure, etc., qui n'aurait pas été très très bon pour ma fin de carrière. Donc en fait, elle m'a rendu service. Donc voilà, il faut faire confiance à la vie de temps en temps pour nous orienter. Donc à partir de là, ben, j'ai reconstruit le cabinet à son emplacement initial. Ok. Et donc là, dans ce que j'entends finalement, bah, tu expliques que ça ne s'est pas forcément passé comme tu le souhaitais, mais finalement, ça a été bénéfique. Et pour chaque crise, c'est un petit peu comme ça. Tu as un côté pile, tu as un côté face, un côté bénéfique, un côté un peu négatif. Est-ce que là, maintenant que ça fait du coup 2 ans, enfin ou bientôt presque 2 ans, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu vois un vrai côté pile, un vrai côté bénéfique à cette inondation, en fait, au sinistre que tu as eu dans ton Complètement. cabinet? Complètement. Autant j'ai été écroulé sur la fin d'année 2018, sauf qu'elle m'a permis de me restructurer. C'est-à-dire, j'ai toujours eu horreur de la comptabilité, des prévisionnels, etc., même si Pierre Michel essayait de me booster. Et donc, en fait, j'avais on va dire, un surendettement, entre guillemets, de leasing assez important. Mes assurances, c'était un flou artistique le D'accord. plus complet. Donc, ça m'a permis d'être obligé de mettre les mains dans le cambouis, de réaliser que même à titre personnel, j'avais une gestion de mon train de vie qui était peut-être un peu trop élevée. Donc là, la situation a fait que j'étais obligé de tout restreindre, de prendre le taureau par les cornes, tout en vivant aussi bien. Donc ça m'a permis de restructurer tout ça, d'être bien aligné.
Et c'est vrai que lorsque le Covid est arrivé, ben, j'étais déjà paré pour affronter la crise, puisque je n'étais pas encore tout à fait sorti de la mienne, et j'avais réussi à caler ma vie comme il faut, et puis surtout à m'être repris en main. C'est-à-dire bon, m'être appuyé donc, sur un bon expert assuré, avoir changé de comptable, parce que là, pareil, c'était quelque chose de catastrophique. J'avais une comptable qui me remplissait juste mes feuilles d'impôt, point final, sans aucune vision, ne serait-ce qu'à 3 mois, sans aucun rapport. À titre d'exemple, par exemple, je n'avais même pas un état des stocks pour une Cellarde qui a failli me coûter très cher en assurance. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, et puis bon, voilà, sur des conseils d'amis, puis des rencontres aussi, j'ai pu trouver quelqu'un de sérieux. Nous avons repris tout ça en main, et puis ce qui fait que je suis arrivé structuré pour affronter premièrement le RAC 0 et puis ensuite la crise du Covid. Donc Même si tout finalement, cela n'est pas gagné, mais je suis c'est mieux ça. armé, oui. Oui, c'est ça. Donc finalement, la crise enfin, ce qu'on va appeler la crise de l'inondation, finalement, a été la préparation pour la crise Covid-19, quoi. C'est en ça enfin, que tu vois que Ah ça a oui, été oui, un vrai bénéfice pour toi. oui, c'est pratiquement un coup de chance même. C'est ce qu'on se dit souvent avec ma femme, quoi. Heureusement que ça nous est arrivé, quoi. Voilà, D'accord. Bon, bah. c'est rigolo à dire après, pas sur le moment, mais après on réalise effectivement que voilà, rien n'arrive au hasard et que le hasard était bien fait. D'accord. Et donc finalement, ce que j'ai envie de te demander, c'est si tu avais la possibilité de faire un retour arrière, tu vois, revenir en 2018, Ouais. du coup en septembre 2018, quoi, avant que tout ça ait lieu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner au Olivier Jartou de septembre 2018, un conseil peut-être autre que l'aspect technique qui était regarder ses comptes, enfin avoir tout l'aspect gestion. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aurais envie de lui donner? Autre que les comptes, si, non, si, moi, mon conseil, c'est c'est quand même d'avoir au moins un an de trésorerie d'avance. Ça, Ouais, on a tendance à l'oublier parce qu'on a tendance à vivre à flux tendu. En plus, nous sommes dans une société qui nous apprête à vivre sur du crédit, sur du leasing, voilà, qui est un truc complètement fou. Donc ça, oui, il faut préparer ses arrières. Et puis surtout, je vais quand même rester un petit peu technique. C'est vraiment, avant de signer le moindre contrat d'assurance, et c'est peut-être contacter un expert assuré pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier-là, puisque bon, enfin, pour ma part, je suis incapable de le lire, et puis d'avoir un véritable expert comptable, c'est-à-dire pas juste un comptable, mais un conseiller. d'accord. Euh, Après, bon, mais voilà, si, c'est avoir en tête que tout peut s'effondrer du jour au lendemain, et d'être le mieux armé, quoi. Toujours essayer de préparer les crises, parce qu'on a l'impression que tout coule et puis que c'est vraiment très Oui, que facile. ça Et puis n'arrive quand qu'aux ça autres, arrive, quoi. voilà, que ça Mhm. n'arrive qu'aux autres, mais tout peut arriver. Tout peut Ok, arriver. ok, merci Olivier. Écoute, là j'ai envie de te poser une autre question parce que, bon, pour avoir discuté un petit peu avec toi et puis avec des personnes qui te connaissent, tu es quelqu'un voilà, de très enthousiaste, de passionné par ton métier, tu continues de faire des formations, enfin, bon, voilà, tu l'as dit toi-même, tu aurais pu finalement enfin, changer complètement enfin, de carrière, faire un virage quand ton cabinet a été inondé, te dire, bon, voilà, tant pis, je pars pour autre chose. Et puis, tu as décidé, voilà, de reprendre ton cabinet, enfin, de tout reconstruire. Et tu fais partie de ces dentistes qui, voilà, à plus de 50 ans, aiment encore leur métier, sont encore passionnés par leur métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, je sais pas quel est ton secret, mais qu'est-ce qui t'anime, enfin, qu'est-ce qui au quotidien fait que tu es toujours aussi enthousiaste, tu as toujours autant envie d'apprendre, enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un petit peu compliqué. Hmm. Non, je sais pas, je pense que c'est quelque chose de naturel. Moi, j'ai besoin énormément d'être entouré de contacts, donc c'est vrai que j'adore mes patients. Euh, J'adore les recevoir, vivre avec, donc c'est ce qui m'avait le plus manqué
lors de l'inondation, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui me prêtait un fauteuil 1 ou 2 jours par semaine. Mais c'est vrai que de plus avoir cette énergie, parce que c'est une énergie en fait que cela me fournit. C'est-à-dire pendant le Covid, là, les 2 mois que nous venons de vivre, un matin, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Parce que bon, on reste Oui, enfermé, on fait ces webinars, et puis j'allais au cabinet dentaire pour répondre au téléphone, orienter les patients, etc. Et en fait, quand je me retrouvais dans mes locaux, j'avais une énergie qui revenait en me disant, mais c'est quand même le sens de ta vie, tu n'es pas là pour rien, et ça me reboossait. Voilà, c'est c'est fou à dire, mais bon, le cabinet dentaire me rebooste, me donne une énergie. Je ne sais pas, d'accord. c'est peut-être parce que j'ai consacré ma vie à ça, mais voilà, je me sens bien quoi, le matin quand je vais ouvrir la porte, je me sens bien, même s'il y a des stress comme pour tout le monde, et voilà, Oui. des cas plus difficiles que d'autres, certains cas de figure. Mais le fait le matin d'ouvrir mon cabinet dentaire, je me sens moi. Voilà. C'est, C'est je le ne sais pas lien si la social que tu définition. trouves, c'est ça? Enfin, tu dis l'énergie, mais enfin, Ouais, tu parles aussi oui, je beaucoup du pense lien que social avec les patients. voilà, complètement. Je pense qu'il y a du lien social, et d'ailleurs, il va falloir que j'y travaille parce que bon, dans quelques années, la retraite va arriver et il faut que je m'y Oui, c'est prépare, ça. et je m'y suis pas encore préparé. Voilà, D'accord. j'ai beaucoup de mal avec le temps, mon âge, etc. et à réaliser ce qui va m'arriver dans 7 ou 8 ans, quoi. Ok, c'est pas tout de suite, t'as encore un petit peu de temps. Voilà, mais Ok. il faut que je m'y prépare. Oui. Je voudrais aussi te demander, est-ce que dans ta carrière, enfin, tu as eu ce que moi j'appelle un échec brillant, c'est-à-dire quelque chose, voilà, que tu n'as pas réussi comme tu le voulais, enfin, un échec qui t'a marqué et surtout brillant parce qu'il t'a beaucoup appris et que si cet échec-là n'avait pas eu lieu dans ta carrière, ben, elle n'aurait pas été la même, un échec qui a vraiment impacté ta carrière. Est-ce que tu as quelque chose en tête? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un échec. Je pense que ça a été plutôt un tournant de vie, en fait. Euh, donc, c'était, oui, fin des années 90, début 2000, là, où, bon, j'avais créé mon cabinet, puis ça stagnait, quoi. J'avais un chiffre d'affaires qui n'évoluait plus, puis j'avais un ronron, y compris dans ma vie personnelle. Ça voilà, ça tournait pas. Je me levais pas le matin enthousiaste. Et donc là, ben, je me demandais ce que j'allais faire. Donc là, j'étais prêt à tout lâcher pour partir en mutuelle. D'accord. Parce que je me dis, bon, autant que tu fasses tes heures et tu auras juste ton salaire. Donc je me souviens, j'étais parti jusqu'à Annecy, là, voir un directeur de mutuelle qui voulait que je relance les cabinets mutualistes qu'il y avait. Mais bon, pas être à mon compte m'embêtait un petit peu. Et puis à l'époque, bon, c'était l'époque où Pierre Brassard Oui. est arrivé sur le circuit français. Donc là, j'ai pris mon baluchon, je suis parti sur Paris. Donc j'ai fait la connaissance de Pierre Michel, là, qui était le beau gosse de l'équipe. Là. Toutes les filles Ok. étaient comme ça. Et puis bon, ils m'ont amené une dynamique que je n'avais pas, et beaucoup de réflexion, de travail sur soi. Et donc, ce qui m'a permis de rebondir, de voir le métier différemment, avec plus d'enthousiasme. Donc, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi je continue. C'est peut-être parce que, voilà, sur cette période-là, que ce soit Pierre Michel, Pierre Brassard, ont planté des petites graines que j'ai adaptées à ma façon. Mais qui font que ben, toujours aujourd'hui, voilà, j'ai toujours envie d'avancer. Donc, Donc, finalement, c'est le fait d'avoir laissé un peu couler les choses tout doucement jusqu'à ne avoir perdu tout ton enthousiasme tout à fait, tout qui a à fait fait. que ça a Ben, déclenché chez toi l'envie de reprendre les choses en main, c'est ça? voilà, de reprendre les choses en main. Donc voilà, bon, ça s'est traduit, que ce soit en personnel ou en privé. Donc ça s'est traduit par un divorce qui a été très rude, parce que j'y ai laissé le cabinet que j'avais monté avec le concept de Pierre Brassard. Ah oui, d'accord. Mais donc, il m'a permis, moi, dans ma vie personnelle, d'être bien. Donc après, le professionnel a largement suivi, quoi. Voilà, D'accord. c'est un ensemble. Et du coup, au niveau organisationnel, tu dis que tu as restructuré ton cabinet. Qu'est-ce que tu as mis en place? Enfin, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de ce que tu as mis en place? Et en quoi ces deux exemples ont vraiment,
ont vraiment permis à ton cabinet de se remettre en énergie, enfin, t'ont permis de retrouver ton enthousiasme? Est-ce que c'est des petites choses justement que tu as mises en place pour restructurer ton cabinet ou est-ce que c'est des idées un petit peu plus larges? Qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, sur la période après Brassard, là, ben, en fait, Oui, ça a été ouais, d'embaucher une assistante, mais voilà, pour pouvoir déléguer, pour avoir une structure qui ne tournait pas uniquement autour de moi. C'est vrai que j'avais un cabinet voilà, j'étais pratiquement seul à faire tourner ça. À un moment donné, ça stagnait. D'aller faire des formations, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que j'avais pu apprendre pendant mes études ouais, et d'avoir cet enthousiasme donc d'aller chercher les nouveautés, d'aller chercher du plaisir en découvrant, bon, que ce soit de nouvelles méthodes de travail, et puis d'avoir des locaux appropriés et d'accord. d'être plus disponible avec les patients, de prendre les patients plus en considération et donc à ce moment-là d'essayer de leur donner le meilleur de moi-même. Parce que Voilà. du coup, Que de, oui, excuse-moi, je t'interromps, mais si je comprends bien, de ta sortie de faculté aux années 2000, tu travaillais tout seul. Tu n'avais absolument pas d'assistante. Non, 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 non. Je Ah travaillais tout oui, seul, j'avais absolument pas d'assistante. Bon, j'arrivais à faire du chiffre quand même, sauf qu'à un oui, moment donné, ça a complètement stagné. Et puis que bon, on arrive à saturation. Et puis je n'avais pratiquement pas évolué, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de formation, ben, je n'en suivais pas. Et puis bon, voilà. Donc il se passe 10-12 ans où voilà, oui, autant on est performant que j'étais performant quand je suis arrivé en 89 et puis je sentais que ça s'étiolait et que ça suivait pas, quoi. oui, Donc voilà, oui. c'est là où IDEO a été important dans ma carrière. Oui, ça t'a permis de découvrir finalement la puissance de la délégation, quoi, en De t'entourant la des bonnes délégation personnes. et de l'évolution perpétuelle, quoi. Oui, c'est ça, Voilà. progression. Ok, très bien, super. Est-ce que, alors là, pareil, tu nous expliquais un petit peu plus tôt que les rencontres sont importantes pour toi, enfin la puissance des rencontres. Est-ce que dans ta carrière, il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué ou dans ta vie personnelle, enfin une rencontre qui t'a vraiment, vraiment impacté? Oui, je pense que grosso modo, j'en donnerai deux en fait. Euh, donc c'est mon meilleur pote, mon ami Fred, avec qui nous avons passé le concours de première année, Oui, parce que sans lui, j'aurais jamais eu mon concours, parce d'accord, qu'on s'est boosté en binôme. Et puis alors, ce qu'il y a de merveilleux là, lorsque je me suis remarié et qu'il a fait, c'était mon témoin qu'il a fait son discours, c'est qu'en fait c'est à ce moment-là j'ai réalisé que j'avais eu le même effet pour lui. Donc voilà, ça c'était voilà. Et puis on est toujours inséparables. Et puis l'autre, ben, c'est mon mentor de toujours, là, Michel Aubaza, qui était un enseignant à la faculté de Montpellier. Donc j'étais extrêmement influencé par l'équipe de prothèse du professeur Albouy, avec Dominique Ségura et dont Michel Aubazac, qui en fait a été mon papa pendant toutes mes études, mon parrain d'études. Oh, bon, on ok, avait pas mal sympathisé, qui m'avait pris sous sa houlette. Et puis j'allais le voir à Narbonne un petit peu travailler, puis qui a toujours été là pour m'envoyer des petits conseils, et puis qui est toujours là d'ailleurs à l'heure d'accord, actuelle, même s'il est à la retraite, mais qui m'a beaucoup influencé parce que c'est quelqu'un de très créatif qui techniquement a toujours énormément évolué. Même à l'heure actuelle, à la retraite, il est toujours très penché sur la profession. Donc voilà, non, non, c'est vraiment the mentor. Voilà. oui, tu as transmis aussi un petit peu la passion du métier, si je comprends Ah, bien, c'est ça? complètement. Ouais, La passion du métier, puis ce côté très humain, humaniste avec les patients, et puis ce côté très technique aussi que représente notre profession. c'est ton papa de la dentisterie, quoi, c'est ça, c'est vraiment Ah, mais top. complètement, oui, Mm, c'est mon deuxième papa, quoi. C'est mon c'est papa ça, d'adoption, on va dire. ok. Alors, pour terminer, Olivier, j'aime bien demander à nos invités s'il y a une citation ou un livre qu'ils aimeraient partager avec nous, et puis un livre ou une citation qui les inspire, et puis en quoi ça les inspire, ce que ça leur, en quoi ça leur parle. Oui, ce qui pourrait m'inspirer, ben,
Voilà, moi j'ai vécu de mes 18 mois à mes 18 ans à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Donc Manosque, bon, je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais bon, Un tout c'est petit peu. ben, disons que c'est la patrie de Jean Giono, D'accord. qui est un personnage extraordinaire, que j'ai eu la chance, on parle de rencontre, mais j'étais vraiment petit, c'est juste des flashs, mais je crois que c'était avant le CP, il est quand même venu en maternelle nous voir, nous D'accord. raconter des histoires. Et puis, il a des livres extraordinaires qui savent transmettre la Provence et surtout l'humanisme. Parce que c'est un auteur extraordinaire qui est un pacifiste humaniste et quelque part révolutionnaire et qui était même en avance sur son temps, que ce soit pour l'écologie, la sociologie, etc. Et puis qui a D'accord. une écriture absolument merveilleuse. Et donc, je pense qu'il m'a beaucoup influencé. Des fois, j'ai un côté un peu poète, un peu Oui. rêveur, mais c'est lié à tout ça. Et c'est vrai il a une citation qui est extraordinaire. Euh, c'est qu'il y a dans la sensualité une sorte d'allégresse cosmique. Ah oui, c'est une sacrée citation quand même. Alors, Ouais, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? alors, Enfin, qu'est-ce je que vais te tu vois dedans? développer. Ce qu'on voit dedans, c'est qu'en fait, et c'est ce qui m'a permis, même pendant les inondations, de me restructurer, c'est qu'en fait, enfin, pour ma part, moi, peut-être ces origines provençales, j'ai besoin de la nature. Bon, tu vois, il y a des peines derrière. C'est Tous les ça. matins, je m'en vais dans ma pinède. Et quand il parle de sensualité, je pense qu'il n'y a même pas de côté sexuel. C'est juste de savoir apprécier. Je suis peut-être un petit peu fou, mais tu vois, des fois le matin, je vais faire un câlin aux arbres. D'accord. Quand je cours avec mon chien, si j'ai une biche qui traverse, ça m'a fait ma journée. Je sais que j'ai les pieds sur terre, que ce côté-là, donc qui est absolument sensuel avec la nature, avec les gens, en fait, me recharge complètement d'énergie. Et c'est en ça que je pense que Jean Giono était très précurseur, parce qu'on est en train de parler d'énergie Mm. quantique, etc. Oui. Et là, quand il parle d'allégresse cosmique, il ne parle que de ça. Il Ok. parle d'énergie cosmique et de relations des gens entre eux et qu'en fait, bon, on parlait de rencontres tout à l'heure, absolument, j'en suis convaincu, rien n'arrive au hasard et justement, ce qui peut faire notre force, c'est d'aller vers les rencontres sans aucun préjugé. Euh, Oui. pour revenir là-dessus, si tu veux, mon meilleur ami est un gars que j'avais croisé. Euh, Au début, j'étais presque en répulsion par rapport à lui. Et puis, on s'est mis à discuter, parce que j'aime bien casser la glace. Et puis on s'est liés d'amitié. Et puis, souvent, ben voilà, c'est des gens qui peut-être nous attiraient pas au départ. Et puis, quand on franchit certains pas, ben ça devient les meilleurs amis. Voilà. C'est un peu cette histoire de rencontre qui peut être atypique, mais qui correspond à cette allégresse cosmique. Ok, je Voilà, retiens donc, ça. c'est pas aussi fumeux que ça, mais voilà, non, je pense que c'est vraiment le sens de la vie et l'énergie. Oui, puis c'est quelque chose, on sent qui est beaucoup plus fort du coup et qui te parle énormément, bah, enfin, du fait de ton vécu aussi, parce que 2018, tu dis, ça a été une année extrêmement éprouvante. Et finalement, bah, le bénéfice que tu en ressors, c'est ça, c'est que tu es plus sensible et puis plus conscient finalement bah, que la vie est courte et qu'il faut savourer le quotidien, savourer ce qui Complètement. nous entoure. Enfin, c'est ce qu'on ressent quand on te parle. Voilà, et puis un grand besoin d'amis, de relations, C'est mais ça. surtout quand elles sont sincères, voilà, parce que le reste, autant à l'époque, peut-être que je m'embarrassais de gens qui me bouffaient mon énergie. Bon, à l'heure actuelle, non, là, je passe à côté, et puis je m'intéresse surtout aux gens qui m'amènent un plus, quoi. Ouais, Et enfin, le mot est un petit peu dur, mais c'est une sélection finalement de oui, mais personnes qui se fait de façon naturelle, quoi, hein. Mm. Voilà. On sent des énergies qui passent ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Puis on dit aussi qu'on est enfin, je ne sais plus la citation ou la phrase exacte, mais qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc, enfin, ça passe aussi par là. Oui, Tu... tout à fait, tout à Oui. fait. Ok, Mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a plus de 5 personnes et dans des milieux c'est tout à ça. fait différents. Il faut aller chercher la différence. Voilà, je Oui, pense que c'est surtout ça qui est très important. Si on veut rester équilibré, c'est aller chercher des gens qui sont tout à fait différents, qui vivent dans d'autres milieux que nous, qui ne pensent pas comme nous. Et par contre, on a tout de même des atomes crochus et communs. Et ça permet vraiment, vraiment d'évoluer.
Oui, c'est ça, c'est ce qui crée la richesse des relations. Tout à Ok, fait. merci Olivier. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire ou que tu aimerais partager avec les nantis qui nous écoutent? Peut-être un conseil approprié en cette période de crise voilà, que nous vivons tous, surtout que toi, du coup, tu en es à ta troisième crise, donc tu es le plus expérimenté de nous tous en la matière. Oui, des fois je m'en serais passé, puis je réalise que non, c'est bien. Oui, Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne sait pas du tout où on va. Enfin, moi, pour ma part, hein, je pense que on est dans un flou artistique. Politiquement, on nous raconte tout et n'importe quoi, alors que je pense que derrière, il y a quand même une structure hyper financière qui, elle, sait où elle va. Bon, à mon avis, avec sûrement une élimination des professions libérales, des indépendants, pour nous mettre sur une tutelle vraiment importante. Donc ça pourrait faire peur. Mais comme dans toute crise, on a vraiment peur. Ça prend aux tripes. Et je crois qu'à un moment donné, une fois que la peur est là, qui est tout à fait naturelle, c'est de l'identifier, cette peur, et puis d'aller au-delà, de toujours garder un espoir et de se dire que de toute façon, l'homme est un animal adaptable et qu'à ce moment-là, il va falloir juste saisir les bonnes opportunités et sûrement découvrir des choses dont on n'a même pas idée aujourd'hui dans la transformation de notre métier, dans notre façon de faire, et qu'il va falloir vraiment avoir, alors là, au niveau de l'allégresse cosmique, ouvrir les oreilles, les yeux pour aller chercher les meilleures opportunités qui, de toute façon, vont se présenter. Voilà, donc je reste. C'est aussi une des phrases de Jean Giono. L'essentiel, c'est d'être un pessimiste heureux. Voilà. Donc, d'accord. C'est une belle conclusion. Merci voilà. Olivier. Donc, c'est d'avoir ce côté parfois pessimisme, mais de savoir qu'il y a une énergie derrière et que la vie vaut le coup d'être vécue et que même s'il y a de l'inconnu, il ne faut pas en avoir peur. Oui, c'est ça, c'est prendre conscience finalement que, comme tu le disais, hein, l'être humain évolue sans arrêt et c'est son adaptabilité qui fait que finalement, il progresse et il s'en sort toujours. Et puis, ça passe par le changement parce que là, on est en pleine période de transition. Donc, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir différemment qu'avant la mi-mars. Puis, j'ai envie de dire avant janvier parce qu'il y a eu RAC 0 Tout à aussi. fait. Donc, oui, c'est dans le changement qu'on trouvera les solutions. Puis comme tu le disais, beaucoup plus élégamment, c'est faire confiance à la vie pour nous permettre de passer au-delà de cette crise. C'est tout à fait ça. Ça. Bon, et écoute, je te remercie beaucoup, Olivier, Merci du beaucoup, temps. Marie. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. J'espère que nous pourrons nous voir en dehors de juste cette caméra. C'est ça. Voilà, parce que le virtuel, c'est sympa, mais voilà, se rencontrer est beaucoup mieux. Ce sera avec beaucoup de plaisir et j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, à écouter tout ce que tu nous as apporté. Donc, je te remercie vraiment vivement de tout le temps que tu m'as consacré. Et puis, effectivement, j'espère qu'on pourra très bientôt se voir en présentiel. Ce sera Mais avec avec plaisir. plaisir. Voilà, Et puis un grand merci à C2S parce que, voilà, plus qu'une formation de coaching, parce que je l'ai vécu pendant les inondations, il y a un vrai côté humain qui est juste énorme. Donc, chapeau Pierre-Michel, tu es vraiment un mec en or. bon, Voilà, très gentil. Merci beaucoup, Olivier. À très bonne très fin de journée. bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Alors, j'en profite aussi pour remercier ceux qui se sont déjà abonnés sur Apple Podcast, ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube, ceux qui nous ont mis des notes, des commentaires. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, alors nous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez 2 petites minutes pour aller vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre podcast, soit aux deux, et puis nous mettre une note, nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous aiderait énormément parce que c'est ce qui permet de nous faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et puis, ça nous permet de créer de la visibilité pour le podcast, de créer de la visibilité pour notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avance à vous pour les 2-3 petites minutes que vous prendrez pour aller le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur notre site www.c2sformation où vous pouvez retrouver toutes les formations que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous suggérer des thèmes, de nouveaux invités, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.